Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci Michel. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre l'ordre des architectes pour le chef de village qui résout tous les problèmes sous l'arbre à palabres. Nous avons eu connaissance du problème de la corderie assez tard. Nous avons cherché quelle réponse donner. Votre présence aujourd'hui est cette réponse, c'est-à-dire que nous allons chercher à comprendre sereinement, j'espère, comment faire en sorte que cela n'arrive pas systématiquement. Je vais pour ça passer la parole à nos modérateurs et en premier à Raphaël qui va vous présenter le sujet. Merci et bonne soirée. Bonsoir. Donc on a parmi nous un intervenant qui se cache un peu avec un bonnet noir, c'est Rudy Ricciotti, architecte. Bruno de Caris, qui est architecte en chef des monuments historiques. Sandrine Rolingo, qui représente la société Cité Monuments, donc de défense du patrimoine et du paysage français. Et Xavier Delestre, qui est responsable en chef du service de l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles. Donc, je vois qu'il y a aussi dans le public des sommités et des spécialistes et des historiens. Et ce n'est pas mon cas, donc je suis architecte. Je pense que l'Ordre des architectes a tout intérêt à relancer des débats et faire en sorte que toutes ces personnalités se croisent. Donc j'ai préparé quelques images qui vont lancer le débat. Et je suis sûre que toutes ces personnes trouveront peut-être les termes inadéquats, mais justement, ce sera l'occasion d'en parler. Donc sur cette image, on voit qu'on a à peu près 2600 ans d'histoire sur une même image. On a à gauche le jardin de la Colline Puget, qui est le premier jardin public créé par la ville de Marseille. Au fond, le rempart du XVIIe siècle. Et l'emprise devant le rempart de l'ancienne corderie qui prenait à peu près toute la longueur de ce rempart étant le seul qui n'ait pas été démoli par les travaux du XIXe siècle. Au fond, encore le XIXe siècle, avec la Vierge de la Garde, et en premier plan, la carrière qui a été découverte, qui a été datée de moins 600 ans avant notre ère. Ce site a une particularité, c'est que c'est un balcon au-dessus de la ville, c'est un balcon au-dessus de l'ancienne ville grecque qui occupait toute la rive nord du Vieux-Port, et comme on le voit ici, aujourd'hui, ça reste un belvédère, et il y a une espèce de renvoi entre les deux images de la ville, de la carrière grecque et de l'ancienne ville, qui occupait donc la rive nord du port et qui a peut-être été édifiée avec des blocs qui ont été extraits de cette carrière-là, qui ont été acheminés en bas de pente et probablement ensuite acheminés de l'autre côté du port. De cette ville grecque à Marseille, on ne peut voir de cette époque uniquement qu'un chapiteau ionique qui a peut-être appartenu à un temple qui faisait environ 60 mètres de côté, donc c'était un bel objet, et quelques niches funéraires qui sont sur la droite de l'image. Maintenant, il reste la carrière, et on peut voir sur cette image que la manière dont on montre tout le patrimoine archéologique et tout le patrimoine historique de la ville est quand même pas dans sa meilleure représentation, puisque l'entrée du musée qui abrite tous ces vestiges et tous ces objets archéologiques est assez confuse, puisqu'on a à la fois des affiches commerciales, un centre commercial et un déambulatoire qui fait plutôt technique et qui semble plutôt amener à un parking qu'à un musée. Donc à Marseille, le patrimoine a quand même été malmené, même si on a on figure parmi les collections les plus riches du patrimoine archéologique, mais on voit que l'architecture de cette construction, donc de ce centre commercial, est quand même pas très respectueuse de tous les vestiges qu'on voit en son pied. Et parmi le patrimoine qui a été malmené, c'est aussi un patrimoine ordinaire, notamment tout ce quartier de derrière la Bourse, qui a été complètement démoli en 1929 pour des raisons qui sont peut-être pas des raisons, qui sont plutôt des raisons discutables, et qui ont aussi fait tomber toute la rive, une des rives du cours Belzins, donc qui était un très beau patrimoine du XVIIe siècle.
Donc là, un autre quartier aussi qui a été démoli en 1943, tout le monde le sait, c'est le quartier qui est le bas du quartier du Panier sur le Vieux-Port. Tout ça aussi pour des raisons discutables. Donc si les grands travaux du 19e siècle ont été faits et ont été aussi très violents, comme l'éventrement de la butte des Carmes pour la construction de la rue de la République et la rue Colbert, le percement de la rue Colbert aussi qui a éradiqué complètement l'église Saint-Martin qui était la seule église gothique qu'on connaissait à Marseille, on peut dire que c'était quand même des chantiers qui étaient entrepris pour développer de l'espace public et moderniser la ville. Les chantiers qu'on vient de voir ici au niveau de derrière la Bourse et le quartier du Port sont quand même d'un autre, complètement pour d'autres objectifs. Donc la découverte de la corderie arrive un peu après ces événements. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle soulève aussi un tel soulèvement et qu'elle pose autant de questions. C'est qu'on sait aussi qu'il y a énormément de patrimoine qui ont été enfouis dans tous ces chantiers. Donc juste pour rappeler rapidement les faits, c'est à l'occasion du terrassement pour creuser le parking et les fondations d'un immeuble d'une centaine de logements sur le terrain sur lequel on savait qu'il devait y avoir des vestiges archéologiques, que des fouilles préventives sont commandées au promoteur, Vinci Immobilier, qui les confie à l'INRAP en avril 2017. Toutes les dates, permis, recours, remise du rapport de l'INRAP seront précisées dans le débat. Les fouilles découvrent des tailles dans un calcaire tendre qui évoquent les blocs extraits et des objets en cours de réalisation de la carrière. En décembre 2017, la commission régionale se réunit, elle conclut à la protection d'une petite partie du site. Le lendemain de la décision, le tractopelle de l'entreprise démolit ce qui reste, ce qui ajoute à l'aspect violent qu'ont ressenti les gens qui se sont mobilisés pour ce site. Et c'est désormais sans retour. Il reste 635 mètres carrés de vestiges et un projet de logement qui devra intégrer l'accès à ces vestiges, puisqu'ils sont protégés, et qui devra intégrer aussi certainement leur protection, puisque ce calcaire ne pourra pas rester à l'air libre, car sa constitution fait qu'il est dégradé par les pluies acides d'aujourd'hui. À la fin de l'année 2017, l'Ordre des architectes a pris l'initiative de cette discussion pour analyser la situation, pour comprendre comment, à l'avenir, nous pourrons aider à la préservation de ces patrimoines avec ceux qui nous alertent, ceux qui se battent pour la même cause. Et nous avons invité tous les représentants du projet et ceux qui se sont mobilisés pour ce site. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à cette invitation. Mais nous regrettons de ne pas avoir réussi à faire venir les élus. Nous avions convié Laure Agnès Karadec, Alat Fructus. Nous avions aussi invité le promoteur Vinci et son architecte Daniel Deluy, mais ils ne seront pas là ce soir. Alors, qu'est-ce que peuvent les architectes ? Alors, comme il n'y a pas que des architectes dans la salle, on peut peut-être rappeler que quand ils sont missionnés, les architectes doivent faire la synthèse entre un programme, un contexte, un bâti paysager, un contexte historique, un contexte politique, un contexte réglementaire, des délais, des normes de construction, et puis un prix, une économie de projet. Et même si les promoteurs et les élus ne sont pas là ce soir, j'aimerais qu'on aborde aussi ces questions fondamentales avec tous nos intervenants. Quand le contexte a une forte valeur patrimoniale, les interventions des architectes sont très délicates. Donc voici après quelques images de nos intervenants dans des contextes patrimoniaux très importants. Rudy Ricciotti dans la cour Visconti au Louvre pour l'aménagement des collections de l'islam. Bruno de Caris, ici dans le couvent, pour l'aménagement d'une médiathèque dans le couvent de Louviers. Et puis, quelque chose qui est d'un ordre beaucoup moins architectural, mais qui est un travail d'artiste, Eduardo Tresoldi, sur les ruines de l'abbaye San Spirito dans les Pouilles en Italie, donc qui reconstitue la forme de l'abbaye avec un grillage très fin. Et puis une dernière image qui est celle du Columba Museum, réalisée par l'architecte Peter Zumthor, sur les ruines d'une ancienne église détruite pendant la guerre à Cologne. Alors, tous ces projets, non seulement mettent en valeur le patrimoine, mais le rendent aussi accessible. Et avant que chacun d'entre vous, parce que j'aimerais qu'on pose la question à chacun de nos intervenants, ne nous parle de son rapport au patrimoine, il faudrait peut-être avoir un recadrage au niveau de la manière dont on définit un patrimoine, ce qui en France définit, encadre et protège le patrimoine. Donc on a parmi nous Xavier Delestre, donc, qui est quelque part.
et qui va, voilà, et qui pourra nous recadrer l'aspect réglementaire. Je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. D'abord, je salue cette initiative et vous nous avez, le service de l'État, conviés à participer et c'est très volontiers qu'on y a répondu et que je suis avec vous ce soir pour vous exposer ce qu'est le rôle et la place de l'archéologue que je suis et la responsabilité qui est la mienne en tant qu'agent du ministère de la Culture qui a en charge les questions de patrimoine archéologique. Alors, vous avez présenté quelques images qui permettent d'avoir un historique, non pas sur les questions d'urbanisme sur lesquelles je n'ai pas de compétences, mais au travers de votre propos, j'ai bien saisi que était en filigrane l'archéologie. Je voulais simplement dire deux choses avant de faire un petit commentaire bref sur la loi. Les premières images sur le secteur de la bourse correspond à un temps qui est l'origine de l'archéologie en France, puisque cette fouille qui a été réalisée à ce moment-là dans les années 60, 67, le début des fouilles, correspond à un temps qu'on appelle l'archéologie de sauvetage, c'est-à-dire un temps où la réglementation est quasi inexistante, puisqu'il n'y a qu'une loi qui a été écrite en 1941 par Jérôme Carcopino et qui a été validée à la Libération. Mais c'est le seul document que l'on avait, et lorsque cette opération s'est réalisée dans un contexte administratif compliqué, puisque les autorisations relevant du Code de l'urbanisme étaient délivrées. Donc les archéologues arrivaient après coup, ce qui générait déjà des tensions et des conflits avec les professionnels, aussi bien de l'architecture que de la construction. Et ce temps qui démarre dans les années qui sont celles de la Bourse, qui sera quand même la plus grande fouille urbaine jamais réalisée en France, et avec aussi la plus grande réserve archéologique qui n'ait jamais été réalisée en France. Et c'est toujours le cas. Hein. Le jardin dit des vestiges aujourd'hui du port antique, c'est pas un jardin, c'est une réserve archéologique et qui reste à fouiller. Cette situation administrative, elle a perduré jusque dans les années 2001. Pourquoi ? Eh bien parce que entre 1945 et 2001, la France ne disposait que d'un texte de loi. Mais à la fin du XXe siècle, la France a ratifié une convention à Malte en 1992, elle est décidée, en 1994 elle est ratifiée, et cette convention européenne dit que le patrimoine doit faire l'objet de protection, doit faire le projet d'études, et la France ayant ratifié en 1994 cette convention, elle a été dans l'obligation de traduire ces directives dans son droit national, ce qui a produit une loi nouvelle, qui est la loi de 2001, qui s'intitule justement une loi relative au patrimoine archéologique pour l'archéologie préventive. Et de quoi il s'agit ? Eh bien, il s'agit de mettre un terme à des tensions qui pouvaient exister entre le domaine de l'archéologie et celui de l'urbanisme. Pourquoi ? Eh bien parce que les archéologues aujourd'hui arrivent avant la délivrance des autorisations qui relèvent du Code de l'urbanisme. Donc depuis 2001, les choses se sont modifiées, il n'y a plus d'archéologie de sauvetage, il y a de l'archéologie préventive. Et la différence est fondamentale puisque en droit, on intervient avant que les autorisations administratives relevant du Code de l'urbanisme soient délivrées. Pour que les choses soient plus aisées par rapport aux décisions d'urbanisme, l'archéologie est aujourd'hui intégrée dans un document de référence que vous connaissez tous en tant que professionnel, qui s'appelle le PLU aujourd'hui, qui s'appelait naguère le POS, donc le plan local d'urbanisme. Et dans la constitution des PLU, il y a un certain nombre d'allées et venues entre l'administration et les services instructeurs, et le ministère de la Culture est consulté, fait porter ses observations, pas que l'archéologie d'ailleurs, l'architecte des bâtiments de France, les monuments historiques, enfin toutes les composantes du ministère de la Culture. Et pour ce qui est de l'archéologie, si vous feuilletez le PLU de la ville de Marseille en l'occurrence, eh bien il y a des mentions sur l'archéologie. Ce PLU, de mémoire, mais Gilles Bouillon pourra me corriger, je crois que la dernière version doit être de 2013, est complété par un arrêté du préfet de région qui est un arrêté qui définit un zonage archéologique. C'est un arrêté qui fait une quarantaine de pages, qui comporte des cartographies et qui permet d'identifier sur le territoire, à l'échelle du cadastre, les zones qui doivent faire l'objet d'une saisine systématique du ministère de la Culture avant l'octroi d'un permis de construire, d'un permis de démolir.
Et donc, c'est ce que je vous dis est valable pour Marseille, mais pour beaucoup d'autres parties du territoire régional. Tous ces arrêtés préfectoraux font que si un permis de construire est délivré par un service instructeur d'une collectivité territoriale à l'intérieur de cette zone, alors que le ministère de la Culture n'a pas été saisi, eh bien, il est entaché d'illégalité. Et au titre des recours des tiers, on peut demander sa annulation. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ces documents, le plus dans sa constitution, l'administration, mais tous les citoyens peuvent faire valoir leur point de vue, hein, et c'est ce qu'on appelle l'enquête d'utilité publique. Et ensuite, l'arrêté de zonage, il est accessible à tout le monde, dans la mesure où tous les arrêtés de zonage qui sont pris au titre de l'archéologie dans cette région, il y en a à peu près plus de 200, ils sont tous accessibles en ligne sur le site internet de la Direction régionale des affaires culturelles. C'est-à-dire que vous, en tant qu'architecte, vous pouvez déjà aller voir si sur la zone dans laquelle vous pensez pouvoir développer un projet, il y a ou pas une contrainte archéologique qui peut se profiler. Donc ça, c'est un complément au plus, les arrêtés de zonage. Et pour ce qui est donc de la chose pratique, lorsque un permis de construire est déposé, le service instructeur le transmet à la Direction régionale des affaires culturelles, en application de la loi relative à l'archéologie préventive, mais aussi au titre du Code du patrimoine. Le livre 5 du Code du patrimoine, qui est une partie de ce Code du patrimoine, qui est exclusivement consacrée à l'archéologie, on prévoit la démarche administrative. Cette démarche est la suivante. Le permis de construire vient à la DRAC, il est regardé par les archéologues sur l'éventuel impact que ce permis de construire pourrait avoir sur le sous-sol. Et là, très rapidement, il y a trois possibilités. Soit on considère qu'il n'y a pas d'impact archéologique, et donc, pour illustrer, mais c'est un feu vert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte archéologique et que le chantier et l'administration du permis de construire se déroulera sans qu'il y ait à rencontrer un archéologue. Le point extrême, c'est on considère qu'il y a des vestiges prégnants et que à ce moment-là, c'est le patrimoine qui prend le pas sur le projet. Donc, ça sera un avis qui sera une opposition au permis de construire. Et puis, il y a la phase intermédiaire qui correspond à l'esprit de la loi, dont le préambule de la loi de 2001 dit « L'État veille à concilier les intérêts du patrimoine et la nécessité du développement économique et social ». Et donc, c'est de faire la part des choses entre ce qu'il faut. Donc ça, c'est l'archéologie préventive, c'est le feu orange. C'est-à-dire que si on considère qu'il peut y avoir un potentiel, on lancera un diagnostic archéologique. Et c'est sur la base du diagnostic archéologique que l'on mettra en place ce qui est prévu depuis la Convention de Malte, c'est-à-dire une étude par la sauvegarde, ce qu'on appelle une fouille préventive. Voilà un peu en résumé les grandes marches du dispositif. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, parce qu'on va revenir après sur le détail, mais justement, il y a eu une interprétation différente de la notion de patrimoine entre celle qui a été faite par l'État et celle qu'ont ressentie les habitants. Donc il y a quand même une appréciation du patrimoine qui peut être assez nuancée au-delà de l'aspect purement archéologique et technique. Et après, on reviendra sur On reviendra peut-être dans le détail sur ce qu'on peut faire au niveau du permis et d'un modificatif éventuel si tout d'un coup on tombe sur des choses particulières. Et je voulais justement, pour démarrer, recueillir le ressenti et la manière dont le patrimoine est intervenu dans votre travail ou dans votre vie militante ou dans votre vie associative. Comment est-ce que... Et je voulais commencer par Sandrine Rolingo. Donc peut-être qu'elle nous dise comment le patrimoine tout d'un coup est intervenu dans sa vie et a pris l'importance. Non, le patrimoine n'est pas intervenu dans ma vie. J'allais voir le patrimoine ailleurs. J'allais voir le patrimoine à Orange, à Nîmes, à Arles, déjà comme la plupart des gens ici, à Malte. Parce que finalement, à Marseille, on fait vite le tour de ce qui reste. Pas grand-chose. Et là, il s'est avéré qu'on a trouvé cette carrière à la Corderie qui a déjà éveillé beaucoup de choses en moi. Je me suis demandé ce que c'était. Donc j'ai cherché autour de moi ce que c'était. J'ai posé des questions et aux archéologues sur place et aux scientifiques qui sont présents aussi ce soir. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis rendu compte aussi que les habitants du quartier et d'autres habitants qui n'étaient pas forcément du quartier cherchaient à retrouver leurs racines, leur histoire, l'histoire de leur ville. Et que finalement, mis à part sur Internet ou dans des bouquins, visuellement, on n'avait plus grand-chose.
Et c'est de là que c'est parti, en fait. Je vais un peu distribuer la parole comme ça vient. Rudy, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport Non, au moi je patrimoine passe, dans ton travail? moi je passe volontiers la parole, si vous voulez. C'est pas, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Quelle est la part du patrimoine dans mon travail? La verticalité religieuse, tiens, voilà, par exemple. Le goût des pierres que je mets en corrélation avec le parmesan, tu vois. Il y a une transversalité mystique. Non, si tu veux, quand j'écoute le conservateur officiel du régime de la junte culturelle d'Aix-en-Provence, avec les mots, le cognitif que tu dégages, les grands services de l'État, le PU, la réglementation, le préventif, le mémoriel, l'expertise technique, j'entends tout ça. Je suis un grand républicain, tu vois. Je me dis quand même, ça ne nous a pas amené à la sagesse. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, à la corderie, tu vois. Ça ne nous a pas amené à la sagesse. Ça n'a pas permis de développer une mémoire préventive. Et le problème, tu vois, c'est que tu es le seul à porter le chapeau maintenant. Tu es le seul. Comme architecte de droite, j'ai écrit sur la Marseillaise, dernier journal marxiste-léniniste pour lequel je pense qu'il y a encore un horizon métaphysique, romantique et révolutionnaire disponible. D'accord ? Et je me dis, mais comment en est-on arrivé là ? C'est ça le vrai sujet. Comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé parce qu'on est confronté, d'abord, article 1, à la domestication de l'architecture dans ce pays. C'est pas une spécificité marseillaise, hein. Je vais encore me mettre tous les collègues à dos, hein. Mais on peut parler de domestication de l'architecture, comme on pourrait parler de domestication de l'art. Et de la même manière, on pourrait parler également de l'idée de la culture comme fuite, qui n'est plus ce qu'elle était dans les années 68, 70 et encore même 80, c'est-à-dire comme vecteur d'émancipation. L'architecture associée à la culture comme vecteur de soumission, comme mécanisme de colonisation, comme mécanisme de sous-développement, comme mécanisme de disparition des savoirs, de disparition des métiers, de disparition des passions, jusqu'au point, on a même pu voir que les mains qui ont façonné la première mémoire, celle de la transpiration laborieuse à Marseille, avec le marteau et le ciseau à tailler dans les infrastructures de Marseille, avec le bruit qu'on peut encore entendre de ces tailleurs de pierre, fabriquent la première verticalité, j'ai envie de dire presque message chrétien de la cité, il n'est pas entendu. Alors vois-tu, cher collègue, je peux te dire collègue, tu es archéologue quand même, c'est respectable. Tu portes une responsabilité écrasante. J'espère que Dieu te pardonnera, parce que de s'asseoir sur cette mémoire comme ça, de le cautionner, et les architectes sont d'accord avec toi. Tu sais, il y a eu une enquête dans la Marseillaise, la plupart d'entre eux disent, mais on s'en tape. On s'en tape. Mais oui, ça a été dit à la presse, il n'est pas là, coquille. Hein, tu es là, tu l'as relaté. J'étais pratiquement le seul à le dire. Ça m'avait eu l'opprobre de mes collègues de le dire. On a atteint le niveau maximum de la honte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Raphaël ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Et tu crois que je vais me faire coincer entre l'archéologue officiel de la junte paraculturelle et puis la CMH, qui lui a particulièrement souffert du discours conservatif, parce que lui, il est très très bon. Moi, je connais son travail, ce château où il fait une extension en béton, une œuvre extrêmement radicale, il ne pourra pas en parler, où il s'est fait fracasser, il s'est fait casser le cul par le discours conservatif. Tu comprends ? Ça ne marche pas. Tu ne vas pas pouvoir établir une transitivité entre l'archéologue qui fait la grande messe et l'architecte des monuments historiques qui a souffert de cette grande messe. Excuse-moi. Mais l'archéologue ne fait pas règlement. C'est tout. L'archéologue ne fait pas règlement. L'archéologue est une des composantes du processus. Alors peut-être qu'il est intéressant que Bruno... Ça serait intéressant que Bruno... pas tirer des conclusions vers la sagesse. Attends, parce que Victor Hugo, puis je me tais, je ne parlerai plus jusqu'à la fin du débat. À 7h30, je me casse et je vais manger. J'ai la marmite qui tourne et j'amène la belle blonde qui est là-bas avec moi. Alors je vais vous dire, non mais
Non, mais attends, c'était quoi la question d'ailleurs? C'est pas une question. J'ai juste dit, non mais moi c'est pour resituer un petit peu les choses. te le rends. L'archéologue fait partie du processus. C'est pas lui qui décide derrière. Oui, Ce que je veux oui. dire, non mais Personne moi, je décide. Non mais je pense Personne. que ce qui est intéressant aussi, il y a un côté réglementaire. Écoute-moi, on n'est pas dans un salon, excuse-moi, je suis pas là pour paraître sympathique, tu vois, je te le dis. On n'est pas dans un salon mondain, on va pas perdre du temps, on va droit au but, ça merde à Marseille. Ici, plus qu'ailleurs, peut-être que l'architecture est domestiquée, et il faut le dire, voilà. Non, je voulais juste simplement dire que après ce brillant exposé, on peut considérer que c'est le plus bel éloge qu'on pouvait entendre de l'archéologie. Parce que si aujourd'hui il y a un débat autour de ce dossier, c'est parce que le travail des archéologues a été remarquable. Si les archéologues, par le travail de sauvegarde, n'avaient pas mis au jour, par leur savoir-faire et la qualité de leur travail, ces vestiges, nous n'aurions pas aujourd'hui ce commentaire sur l'émotion que peut susciter la ruine. Donc rendons déjà hommage au travail des archéologues, qui sont quand même l'auteur de ce qui fait aujourd'hui débat. Pour moi, le propos de l'archéologue, c'est un propos scientifique. Est-ce qu'il y a un autre type de propos par rapport au patrimoine? Bruno, peut-être de ton côté, tu pourrais nous éclairer. Je pense avoir compris une partie des propos de Rudy concernant l'architecture. C'est-à-dire qu'il dit que l'architecture à Marseille est malade. Pas qu'à Marseille qu'elle est malade, elle est malade partout. Victor Hugo l'avait déjà écrit. Oui, en réalité, il y a deux sortes d'architectes. Il y a les architectes dociles et les architectes résistants. Il est évidemment beaucoup plus facile d'être docile et plus confortable. Résistant, on peut se demander d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on fait encore appel à des architectes, parce que ce sont des troubles faits. C'est-à-dire que entre ce que le maître d'ouvrage leur demande et ce qu'ils vont produire, il y a très souvent un fossé, il y a une discussion, il y a des conflits. Et ça se passe souvent dans la douleur. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on se demande pourquoi faire appel à des architectes. C'est tellement plus commode d'appeler des entreprises et de demander à ces entreprises qu'elles fassent le programme, qu'elles financent et qu'elles soumettent complètement l'architecte. Donc ça, c'est la vraie question. Et je pense que si je n'ai pas vu le projet mais qui a été réalisé, d'ailleurs c'est pas vraiment la question, mais il y aurait une réponse architecturale de qualité, la question ne se poserait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde serait satisfait en disant il y a un architecte qui a pris conscience du site, qui a pris la mesure du lieu, qui a traité ce dénivelé, qui sait sur quoi il s'assoit et pourquoi il va s'asseoir dessus, quelle est la relation qu'il va traiter avec ce sol, qui est effectivement tout à fait intéressant, parce que effectivement c'est la mémoire du lieu, c'est la mémoire de la ville. Je crois que les 3 niveaux de parking qui sont prévus et les 8 étages ne règlent pas la situation et qu'on est dans un embryo juridique parce que le permis a été accordé avant même que les démarches préliminaires aient été faites et que ça semble aujourd'hui impossible de revenir sur une situation administrative qui... C'est pas vrai, il dit. Oui, alors tant mieux, parce que la réalité... c'est que la protection qui a été prononcée il y a quelques jours, qui est une inscription des 635 mètres carrés restants sur les 5000 ou 6000 du site, évidemment c'est une goutte d'eau et c'est une excuse. C'est un tu faux sais que semblant. Lang, champion, ex-ministre, champion de l'escroquerie sémantique, il dit « Les Marseillais ont raison de protester pour la sauvegarde du site archéologique et bravo à la ministre d'avoir classé 600 mètres carrés du site. » Une espèce de turpitude sémantique incroyable. C'est fabuleux. On nous prend pour des cons à bout portant et personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est comme ça. Non, mais la question en Le vrai revient. sujet, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation urbanistique. Voilà. Il n'y a pas d'intelligence urbanistique sur un site sensible de nature historique. Voilà. C'est tout. Même l'archéologue, il me le dit. Il me dit, mais c'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai fait le PLU. Et c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. Et ça sera jamais la faute de personne. Et ça continuera comme ça pendant des années. On sera tous enterrés à la retraite. Ça continuera. Ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour ça.
Voilà. Il faut Non, de mais l'intelligence justement, et il n'y du a pas- cœur. C'est il tout. n'y a pas- Il il faut de n'y a- l'intelligence et du cœur. Il n'y a ni intelligence ni cœur en matière de promotion de la ville, de planification urbaine. C'est tout. Après, tu as beau écrire, Raphaël, qu'il faut du logement dans la ville. Évidemment, on est d'accord, tu le sais. J'ai lu ton papier. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une activité économique, qu'il y ait un tissu qui le cimente, le logement, les activités. Mais sur un site archéologique, il n'y a pas un seul article qui dit il faut déroger au PLU. Rudy, C'est hors non, mais norme. Justement. On va gagner du temps, on ne va pas tourner autour du pot, on va faire de la pédagogie. Réglementaire et inattendu, c'est juste deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc effectivement, dès lors que c'est pour ça que ce qui me surprend, moi, c'est que visiblement, on connaissait les antécédents sur ce terrain. On savait ce qu'il y avait grosso modo dessus, non? C'est parce que j'ai dit, on pourrait toujours dire qu'on sait tout, mais il y a une réalité. C'est comme quand vous allez voir le médecin, vous êtes un peu malade, pour autant vous ne savez pas ce que vous avez comme maladie. C'est pas parce on présuppose que quand on est dans une ville, qui est la ville de Marseille, avec un lourd passé, que sur ces terrains, il peut y avoir des choses. Le seul moment scientifique où on pourra dire, parce que le scientifique, c'est aussi le droit derrière, on pourra dire qu'il y a quelque chose, c'est quand on a fait une opération de diagnostic par des archéologues professionnels. À partir de ce moment-là, on peut dire il y a ou il n'y a pas. Avant, c'est une hypothèse, une idée, une rumeur, etc. Donc au final... Ouais, attends, je voulais juste dire, mais à ce moment-là, si c'est une hypothèse, parce qu'on savait quand même que c'était une zone avec un risque de fouilles archéologiques, enfin, donc... La France est un site archéologique. Oui. Le Alors, législateur, il n'a pas voulu justement qu'on soit dans une réserve où on ne puisse plus rien faire. Le législateur a dit il faut prendre en compte son patrimoine. C'est la loi. Oui, mais aussi comprends. prendre en compte le développement économique. C'est aussi vos mais là, intérêts c'est de pour ça développer que un projet urbanistique. On parlait tout à l'heure d'un projet de logement, un projet de musée, un projet d'équipement, du coup peut s'adapter à une situation comme celle-là. Mais un projet de logement dans l'économie dans laquelle on est, dans l'économie de la construction d'un projet de promotion privée, quand on sait que au moment des fouilles, à peu près 70 à 80% du programme est déjà vendu. Donc s'il n'y a pas de possibilité de faire des modificatifs et de changer et de revenir en arrière, si le patrimoine mis au jour dans le cadre d'une étude de sauvegarde qui s'appelle la fouille préventive justifie que le projet soit remis en question, il peut le mettre en question. Or, en l'occurrence, dans le sujet qui nous importe, le patrimoine révélé par l'étude archéologique ne justifiait pas une modification sur le plan archéologique. Je ne me prononce pas sur le bien fondé de ce projet architectural, ce n'est pas de ma compétence. Et ce débat, justement... Oui, voilà, moi, j'ai pas d'opinion ni personnelle, c'est pas mon affaire. Moi, simplement, ce que je peux dire, c'est que quand on a mis au jour ces vestiges, des experts qui sont partie d'une commission, qui sont des archéologues qui représentent toute la composition de la recherche française, sont venus sur le terrain, on dit, ça suppose une étude et il y aura une publication et ce qui doit être conservé sera conservé. Voilà. Donc j'ai une question ce soir, Monsieur Delestre. Attendez, dans la salle. On parlera après, s'il vous plaît. J'ai une question. Attendez, 2 secondes. Alors, si tout le monde fait comme ça, on ne pourra rien faire. D'accord. Alors merci, s'il te plaît. Tu parles après, on te donnera la parole. Il n'y a pas de problème. Ben voilà, on te le donnera après. Voilà, pour le moment, c'est le débat, ça se passe ici, on est désolé. Moi j'ai une question. J'ai écrit à Monsieur Macron qui m'a dit que c'était un site exceptionnel. J'ai reçu un courrier récemment de la ministre qui dit que c'était un site rare, en état de conservation spectaculaire. J'ai Monsieur Secaldi qui m'a écrit il y a quelques jours en me disant qu'il ne pouvait pas répondre à ma question. Alors j'ai une question ce soir, peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Sur quels critères a été classé les 635 mètres carrés? Pourquoi ça a été à cet endroit-là? Alors, c'est pas une question nouvelle parce qu'elle a déjà été beaucoup posée. Je dirais simplement que pour l'instant, les vestiges, ils ont fait l'objet d'une décision d'instance de classement par la ministre de la Culture qui elle-même est venue sur le terrain, à juger elle-même de l'intérêt des choses, à rencontrer d'ailleurs vos représentants, à discuter sur le bien fondé. Ensuite, selon une instance de classement, et l'architecte en chef pourrait le confirmer, une durée d'existence légale qui est d'1 année. Du coup, pour consolider cette protection envisagée au titre des monuments historiques, la commission régionale qui est compétente, la CRPA, s'est réunie fin novembre et a eu à examiner la proposition qui était faite d'une protection des monuments historiques des vestiges qui étaient en question.
Cette commission a voté à l'unanimité, moins une abstention, la proposition en faveur d'une inscription au titre des monuments historiques de ces vestiges. Pourquoi a-t-elle prononcé une inscription? Parce qu'elle n'a pas le pouvoir réglementaire de se prononcer sur la notion du classement. Ça relève d'une commission nationale. Donc, mais pour prononcer le classement en termes de droit, il faut d'abord que les vestiges soient inscrits. Donc la première étape a été faite, c'est réglementaire, ça c'est la loi de 1913, hein, c'est pas un scoop que je vous délivre là. Et donc cette commission a donné encore une fois un quitus, et du coup les vestiges vont faire l'objet d'une protection. Cette protection, elle correspond effectivement à la zone qu'on a considérée. Alors la langue française... La langue française a un sens, et ce sens se trouve aussi exprimé dans le droit. Ils sont remarquables, ces vestiges. Et au sens remarquable, parce qu'effectivement... Monsieur Macron me dit exceptionnel dans son courrier, je l'ai là. Et Madame la Ministre me dit d'une rareté, d'une ancienneté et d'un état de conservation. Regardez, c'est son courrier. Et Bon, Monsieur voilà. Macron Donc, en tous me les dit cas... pleinement conscient de l'importance de ce site exceptionnel. C'est que c'était un intérêt pour l'histoire de Marseille, que c'était une rareté, que c'était un état exceptionnel. Seulement après, il est parlé de 635 mètres carrés. Pour dire, pour les gens qui ne me connaissent pas, on ne m'a pas invité, mais depuis des mois, je suis le site. Je fais tout ce qui se passe. J'ai créé une page Wikipédia. Je n'ai pas montré mon œuvre. J'ai fait une page Facebook sur laquelle j'ai mis des centaines de photos. J'ai mis des photos jour pour jour. Pour dire, monsieur Deleuze, moi je vous dis, vous ne répondez pas à la question que vous avez posée, à laquelle vous avez répondu à l'époque, le 2 août. Parce que j'ai porté plainte le 14 contre la DRAC, contre Vinci et contre la ville PACA. Comme ça, les gens le sauront. Et monsieur Deleuze est cité dans ce plainte parce que je pose la question, en vertu de quoi il a dit que c'était un hasard. La règle, parce que les gens ne connaissent pas le plan, il y a un plan. Non mais on va débattre avec la salle tout à l'heure. Alors attends, excuse-moi, on arrête, attends, stop, s'il te plaît, tu ne respectes... Attends, stop, tu parleras, mais quand on te donnera la parole tout à l'heure, s'il te plaît. S'il te plaît, on a décidé d'organiser ce débat de la manière que celle qu'on organise. Tu ne fais pas le trouble fait, tu le feras après, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Non mais attends, s'il te plaît, il y a une manière de fonctionner, tu la respectes. Non mais tu le poseras ta question après, s'il te plaît. Ou tu poseras ta question après. Si tout le monde là se lève et fait la sienne, on va pas y arriver. C'est déjà difficile de faire un débat, alors on va essayer de faire fonctionner comme on a décidé. S'il te plaît, je suis poli, s'il te plaît, merci. Alors, moi j'avais question à Monsieur Delestre sur comment vous avez choisi ces 635 mètres carrés là plutôt que d'autres. Alors, comment on a choisi? J'ai commencé à vous répondre. On a non seulement prescrit une fouille, l'État a prescrit une fouille. Cette fouille, elle a été expertisée tout au long de sa conduite par les services de l'État et par les experts d'une commission qui est une commission qui est composée de chercheurs du CNRS, de l'université, des collectivités territoriales, du ministère de la Culture, de l'INRAP, des opérateurs privés, qui sont tous reconnus par nos pairs, par la communauté scientifique, comme étant compétents. Tous ces experts sont venus sur place, ont pu juger de la proposition qui était faite, de la qualité des fouilles, et ont confirmé la partie qui a été intéressante, qui méritait une sauvegarde, c'est les 635 mètres carrés. Bon, écoutez, si vous savez la réponse, venez à ma place, et je dirai très volontiers dans le public vous écoutez vos savantes explications. Le contraire. La majorité des scientifiques reconnus disaient que le site était remarquable pour son entièreté. Voilà. Donc vous êtes appuyé sur des gens qui étaient minoritaires, qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Je te l'ai dit, tu vas là. Bon, bah maintenant c'est dit. Moi j'attends la fin de ma réponse. Du coup, j'ai Monsieur Secaldi qui me dit qu'il ne peut pas me dire sur. Non, mais on va arrêter sur Mais on n'a pas la réponse tout de même. Oui, on n'a pas la réponse, mais on a d'autres.
On a peut-être une autre façon de contourner la question. Peut-être, Bruno, est-ce que dans des situations équivalentes, parfois une décision politique ou une décision de l'aménageur peut complètement inverser un processus et du coup intégrer des vestiges dans un projet alors qu'il n'était pas reconnu comme devant être protégé? Moi, je trouve que c'est une chance d'avoir des vestiges. C'est une chance donc l'intérêt, la réalité, c'est encore une fois la question du promoteur et de l'architecte. C'est-à-dire que on se trouve dans une situation qui est bloquée parce qu'ils ont leur permis, donc, et que ce permis, évidemment, il s'accroche après ce permis, et que tout modificatif demandé va remettre en cause l'entièreté du permis avec les nouvelles législations qui vont s'imposer. C'est-à-dire qu'actuellement, donc, on est sur un ensemble qui est inscrit sur 635 mètres carrés, donc il y a des nouvelles prescriptions qui vont gréver cette autorisation et obliger à des modifications que le promoteur ne voudra certainement pas. Bon, donc alors, la meilleure solution serait effectivement que tout le monde se mette autour d'une table, c'est ce qu'on a évoqué, et qu'il y ait une réelle réflexion, pas seulement sur la question archéologique, parce que moi je pense que la question archéologique, je ne suis pas convaincu de la grande qualité archéologique de cette carrière, mais elle a un autre symbole, c'est-à-dire qu'elle est importante parce qu'elle fait partie de l'histoire du lieu. Plastiquement, il y a un véritable intérêt, c'est-à-dire que c'est ce dénivelé entre le mur de la corderie, la carrière qui est en dessous. Il y avait un vrai travail de site à réfléchir. Alors ça, la solution, elle passerait effectivement par une négociation entre le promoteur, les architectes et les différentes parties prenantes en amont. Le risque de modifier le projet, c'est que le promoteur n'a aucune certitude de pouvoir mener son projet comme il l'avait financièrement envisagé au départ. C'est là où tout est faussé, quoi. Non mais la question est bien réglementaire en fait. Parce oui. que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un permis de construire a appelé des recours. Un permis modificatif appellera à des recours. Oui. Quelle est la raison du modificatif? C'est ce que l'on découvre et qu'on ne voyait pas avant. Il faudrait, dans ce cas, que le règlement, on puisse y déroger sur des questions qui seraient celles-ci, par exemple, de l'archéologie, peut-être d'autres parce qu'on n'y pense pas, parce qu'actuellement on est focalisé par la corderie et par l'archéologie, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui le règlement, on va dire, étouffe quelque part toute notion d'inventivité. Alors il le cadre, il le faut certainement, mais je dirais là on est vraiment dans le cadre même du fait où quelque chose d'inattendu arrive, le réglementaire s'affole et le promoteur a toute sa cavalerie qui est en place et va surtout pas vouloir le remettre en place les pions. C'est pour ça que ça bouge pas. C'est dommage parce qu'il y a une vraie richesse, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte qui est une vraie richesse, qui n'est pas du tout un handicap. Et c'est tout l'intérêt. Donc il y a un enjeu, il y a même un enjeu intellectuel, il y a un enjeu architectural auquel on ne répond pas. Ça, c'est évident. Et si vous voulez aussi, par la notion de prévention et de réglementation, moi, il m'arrive très fréquemment de voir des maîtres d'ouvrage qui viennent avec leurs architectes en me disant on a l'intention de développer ce projet-là. Est-ce qu'il peut y avoir un risque? Comment? Etc. Donc la mesure d'anticipation, elle existe, elle est possible réglementairement. Et du coup, ces contraintes, elles sont prises en amont. Mais il y a des sujets qui peuvent entraîner des modifications, puisque nous sommes à Marseille, il y a quelques années, c'était en 2008, je crois, on a quand même bien modifié la réalisation d'un équipement qui se réalisait pour préserver quoi? Une partie qui était bien conservée du jeu de paume de Marseille, parce qu'on a considéré qu'effectivement les éléments du jeu de paume de Marseille étaient signifiants non seulement pour la ville de Marseille, mais pour l'ensemble du territoire. Et bien aujourd'hui, ces éléments, ils sont conservés, ils sont intégrés. Donc quand le patrimoine prend le pas sur les choses qui sont prévues soit en démolition, soit en construction, réglementairement, on peut le faire. Simplement, il faut graduer la mesure que l'on va prendre en considération. C'est pas vrai, et je conçois, c'est pas nouveau, il y a des colloques sur l'émotion de la ruine. C'est pas parce qu'on met au jour un mur antique ou médiéval que ce mur nécessite une conservation. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle la fouille préventive, qui est un archivage documentaire, qui prend du sens. Il faut pas se tromper. Il y a aujourd'hui, l'archéologie, c'est un domaine des professionnels. Au moment de la bourse, c'était
du bénévolat. Les gens faisaient pour le mieux. Aujourd'hui, les gens qui sont sur le terrain, ils ont une formation, ils ont un savoir-faire. Aujourd'hui, on ne construit pas une maison. Si on n'est pas architecte, on sait faire. Il y a des savoir-faire. Donc là, il faut savoir aussi Alors, que... je crois qu'on aborde vraiment... Enfin, là, c'est un autre sujet, c'est effectivement la notion de patrimoine au sens la plus large possible. Ça, c'est peut-être intéressant que chacun essaye de se positionner, ou en tout cas donne son point de vue, parce qu'effectivement, le patrimoine, c'est aussi la notion de mémoire. C'est-à-dire que moi je peux très bien le comprendre, c'est que pour un habitant, comment dire, quelqu'un qui est sur place, ou autant un touriste qui passe, de découvrir une carrière, ça a quand même une notion poétique, ça va au-delà de la simple pierre, sa constitution, sa résistance. Je pense que ça, beaucoup de gens s'en moquent. Ce qui est plus important, c'est ce que ça peut évoquer. Et à partir de là, c'est un peu pour rebondir sur le propos de Bruno, c'est effectivement à partir de là, c'est quelque chose qui nous sert à faire un projet, entre autres choses. Et je pense que là, peut-être que ça... Enfin, Rudy, est-ce que au niveau de la... Non, attendez. D'accord. Je pense même qu'il y a des pays qui sont plus avancés que nous, où l'Italie met à parité la notion de la valeur d'ancienneté avec la valeur historique. Exemple, en tissu ancien, tel les enduits délabrés sur une architecture du 18e, qui est mis en demeure de restaurer les enduits qu'un cordon de rue en renformis à la chaux, une finition en badigeon, etc. À Venise, tant que l'enduit n'est pas totalement tombé par terre, tu ne touches pas. Parce que la valeur d'ancienneté est considérée comme équivalente à la valeur historique. Je fais simple, hein, on est d'accord? Tu ne touches pas. Même cloqué, tu ne touches pas. C'est déjà un état d'esprit très différent. On restaure les arènes en France, on le fait avec des pierres neuves. Quand je dis neuves, taillées avec lucidité, exactitude, rectitude, etc. En Italie, ils n'ont pas du tout la même vision. Donc déjà, selon les pays, la doxa est différente. Là où je rejoins l'archéologue maudit, sur qui va maintenant porter une malédiction pour toujours, pour des siècles et des siècles, tu t'en rends compte. Non mais tout ouvrage ancien ne mérite pas forcément la conservation. Je suis bien d'accord avec toi, évidemment. Ça, sinon, c'est pas possible. Tu ne peux pas construire à Arles, tu ne peux pas construire à Nîmes. Il y a des couches et des couches et des couches. Et là, on touche à la question de la superposition. J'avais écrit dans les articles polémiques que j'avais fait sur la Marseille en disant que ce n'était pas l'interdiction de bâtir, donc on pouvait superposer à l'image d'un flamant rose avec des aiguilles très fines qui passent au-dessus de la couche historique, et en plus pour la protéger des puits acides, enfin, de l'acidité des puits, etc. Mais oui, c'était une possibilité, d'accord ? Et je connais bien ça. Moi, j'ai fait un projet à Caen de logements sociaux où on a dans le parking un mur d'enceinte. La dame nous a dit, vous pouvez en détruire un bout, vous en garder, vous faites un tas dehors, vous le montrez ici. On l'a gardé dans le parking. Dans le parking, il y a des trucs qui vont éclairer un mur épais comme ça, un bout de mur dans le parking souterrain. Le débat, il faut arrêter de faire porter la responsabilité aux autres. C'est-à-dire, la réglementation, elle est merdique. On le sait qu'un PLU, c'est un moment de pétrification de la connerie, de notre incapacité à rêver une ville meilleure, bienveillante, active, tendre, souriante, sensible. La preuve, c'est qu'on est dévasté par la fourrure verte comme alternative à notre incapacité à regarder le futur. Non. Et puis les élus, pourquoi toujours la faute des élus? Les élus, ils sont morts de peur. Ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur de leur institution. Ils ont peur de l'administration. Ils ont peur des riverains. Ils ont peur des électeurs. Il faut les comprendre, les élus. Non, le sujet, c'est notre incapacité, à nous, les architectes, à convaincre les promoteurs. Peut-être à cirer un peu moins les pompes, pour être un peu plus au combat. Je suis désolé, présidente, je ne vous ai pas salué, je ne savais pas que c'était vous, la présidente. Et je ne suis pas là pour paraître sympathique. Nous avons une responsabilité écrasante. Au moment même où nous voulons être des acteurs de la cité, on s'arrondit, on se ramollit. On est de plus en plus disparus. Je ne dis même pas effacés, disparus. On est né disparu. Ça veut dire quoi, ça ? Puisque nous sommes dans l'incapacité d'aller au combat, l'incapacité d'aller à la résistance, l'incapacité d'aller dans la... Laissez-moi terminer. Dans la transgression. Non, madame, l'élu commun, on s'en fout, on ne va pas perdre notre temps. Parce que moi, j'ai l'apéro après, la copine. D'accord ? Bon, on ne va pas tourner autour du pot sans temps. La responsabilité, elle est chez nous. Basta. Et les promoteurs, c'est à nous de les mater. Si on ne sait pas faire, regarde ce qui se passe à Marseille. Marseille, c'est un catalogue d'échecs urbanistiques en ce moment. Qui c'est qui va le dire ? Je suis le seul à le dire, d'accord ? C'est pas toi qui va le dire, tu es mort de trouille, c'est pas mes confrères ici dans la salle. Ils se tiennent à carreau comme ça devant Gaudin.
C'est bien notre incapacité. Voilà. Alors, ben j'espère. alors moi je pense... Non mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que la simple chose aussi, c'est peut-être qu'il y a un manque de culture, un manque de manière de pouvoir réagir. De maturité politique. Certaines, Je préfère entre autres, dire ce mot plutôt que Oui. courage. Maturité politique. mais c'est aussi un savoir qui permet de pouvoir parler et de pouvoir argumenter et de pouvoir expliquer une démarche, une réflexion, un parti pris. Je veux dire, Bruno, j'imagine que sur les projets que tu as pu faire à Falaise ou ailleurs, ben voilà. Non mais c'est bien par un savoir et par une démarche et un parti pris soutenu et argumenté que ça a pu passer. Si, je travaille encore. Je résiste. Voilà. Non, mais la notion, d'abord, moi, il y a une chose que je n'aime pas trop, j'ai toujours dite, je n'aime pas qu'on sépare le patrimoine et l'architecture. C'est-à-dire que je crois que le ministère de la Culture a commencé par là, d'ailleurs. Hein, ils ont séparé architecture et patrimoine. Or, en réalité, l'architecture, c'est du patrimoine. Du moment où elle est construite, c'est du patrimoine, si c'est de l'architecture. Parfois, on appelle de l'architecture qui n'en est pas. Hein, on confond la construction et l'architecture. Bon, mais quand il y a de l'architecture, elle a une particularité, l'architecture, c'est qu'elle est faite pour durer. Alors ça, c'est une chose qu'on pensait obsolète dans les années 50. On disait, un immeuble, il va durer 30 ans, on va le démolir, on va en construire un autre. C'est pas vrai. On construit, ça passe allègrement le siècle, plusieurs siècles. Et donc, la réalité de l'architecture, c'est qu'elle a par rapport à toutes les autres disciplines, elle se régénère. C'est-à-dire comme elle procède par stratification. C'est-à-dire que c'est des couches qui se superposent. Et si ces couches ne se superposent pas, elle meurt. Par conséquent, elle est appelée à être régénérée régulièrement. C'est comme, je dirais pas que c'est un lifting, c'est quand même beaucoup plus profond qu'un lifting, parce que c'est pas superficiel, c'est en profondeur. Et dans cette générescence, il y a deux choses à considérer, c'est-à-dire ce qui doit durer, ce qui doit être permanent. Et l'architecture, elle a pour objectif d'être permanent, de solliciter la mémoire. Et puis, elle doit aussi, elle a un rôle fonctionnel. Elle doit abriter, elle doit rendre des services, et elle doit s'adapter à la société. Donc, elle est faite d'un antagonisme qui est celui de la permanence et celui de l'actualité. Et c'est cette actualité c'est donc le gros problème qu'on rencontre dans le patrimoine, c'est que on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on parle de patrimoine, mais on ne sait pas, on ne l'a pas défini. Il faut le définir, il faut savoir ce site, il faut savoir ce qui fait son intérêt, il faut se mettre d'accord avant de rentrer dans une polémique, il faut se mettre d'accord sur le véritable intérêt. Or, il y a un intérêt sensible, il y a des intérêts, il peut y avoir un intérêt mémoriel, il y a plein d'intérêts. Il y a un intérêt plastique, il y a également un intérêt social qui fait des transitions entre la partie haute, la partie basse, etc. Bon, tout ça, on est dans le flou jusqu'à présent. Et je pense que le débat, les propos, la polémique, elle vient très souvent d'une incompréhension, d'un manque de définition de ce qui fait la qualité, la qualité au sens défini du lieu. Et ça, à mon avis, ça reste à faire. Non, les journalistes Oui. veulent parler. Ah oui, non, mais on va donner la parole après, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent... On va s'en sortir, ça va Ouais. Il y a Monsieur de Villeneuve qui voulait ajouter quelque chose, peut-être. Je voulais parler un petit peu d'autre chose. Enfin, c'est toujours la corderie. Alors, mais sous un autre aspect. On a parlé beaucoup d'archéologie. Moi, je voudrais parler de géologie, puisque on m'a demandé à l'orée de ma retraite de m'occuper de la carte géologique. Et là, j'ai découvert dans cette carte géologique que finalement, pratiquement, sur le bassin de Marseille, on ne connaissait rien du tout. Pas d'unité sismique, pas de sondage, pas de forage, que dalle. Rien. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'effectivement, après, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a de commun, finalement, entre les archéologues et les géologues? C'est la pierre. Bien entendu, c'est tout ce qui nous reste de nos ancêtres. Tout le reste disparaît. Alors,
La pierre, elle enregistre tout ce qui est autour d'elle, son environnement, la température, l'oxygène, tout ce que vous voulez, mais en même temps, elle enregistre également le travail des humains de l'époque. Qu'est-ce qu'on connaît des humains? C'est le travail qu'ils ont fait sur la pierre. C'est ça, finalement, qui nous reste. Alors, je suis content, finalement, je travaille évidemment pour la carte géologique, chose que je ne faisais pas d'ailleurs, parce que j'ai travaillé dans le monde entier, sauf à Marseille, et sauf dans la région. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de m'en occuper, parce que comme ça on s'est dit au moins celui-là, il est indépendant, il n'est pas parti pris. Voilà. Et en même temps, j'ai travaillé avec des archéologues, parce que finalement, les archéologues aussi, ils aimaient bien savoir d'où venaient les pierres, qu'est-ce qu'ils en faisaient, etc. Donc je suis content de travailler avec eux. Et de l'autre côté, je ne tire pas non plus sur les architectes, les archéologues, les promoteurs, parce que dans le bassin de Marseille, s'il n'y avait pas de promoteurs, il n'y aurait pas il n'y aurait pas de tranchées, il n'y aurait pas d'enfouissement, et pratiquement, je verrais que du goudron et du ciment. Avec ça, je ne fais pas une carte géologique. Donc, d'un côté, je rends hommage. Sauf que, dans 90% des cas, même 95%, en gros, finalement, c'est de la roche normale qu'on connaît. Ce n'est pas un site géologique remarquable et défendu. Ça peut être un site archéologique éventuellement, mais ce n'est pas dans mon objet. Mais dans 2% des cas, ou 3% des cas, et c'est le cas de la Corderie, alors là, on a à la fois un intérêt archéologique majeur, tout le monde est convaincu, et également un intérêt géologique. Alors, je ne vais pas développer ici. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que la Corderie, c'est un accident géologique. Il y a eu une petite faille. On a cru que c'était un ruisseau, c'est pas vrai, c'est une erreur. Il y a une petite faille qui fait que toute la roche de la Corderie a été érodée partout. Elle devait se répandre dans la région. Elle a été érodée totalement, sauf à l'endroit de la faille où ça a été préservé par un piège. C'est vraiment exceptionnel. Mais nos anciens, qui n'étaient pas si bêtes que ça, finalement, c'était un très bon carrier, ils ont tout de suite compris l'intérêt de cette roche, qui est remarquable. Elle est tendre, elle est molle, elle se débite en parallépipède, et c'est l'idéal pour faire des sarcophages. Facile à travailler, ça se débite déjà directement en parallépipède, exactement de la taille d'un corps humain. Donc et ils ont tout de suite compris le système. Et cette roche-là ne prend qu'un tiers du site de la Corderie, c'est-à-dire le tiers médian. Donc ça veut dire que sur les côtés, les 2 autres tiers, on peut très bien construire des immeubles. Ça ne touche rien du tout. La seule chose à préserver, c'était la partie médiane. Malheureusement, peut-être parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait, on a pris finalement un tiers. Sur ce tiers-là, on n'a préservé que la partie du tiers supérieur, c'est-à-dire pratiquement, on peut dire, aller un 6e de la zone. Non, un 9e de la zone. Donc c'est dommage, parce que si on avait fait en amont une étude géologique pour bien comprendre ce qu'était la carrière, si on avait vu où elle était, on pouvait remanier le projet archéologique, refaire des immeubles sur les bords, avec peut-être la zone qui est la moins intéressante archéologiquement, celle qui est au bord de la route, à faire une plateforme d'observation. On pouvait faire plein de choses, à la condition, bien entendu, de connaître le site et de savoir comment il était. Alors, je pense que le travail des archéologues et des géologues doit continuer, surtout à Marseille, où on ne connaît strictement rien au point de vue géologie. La nouvelle carte va apparaître au mois d'avril. Je pense que tout le monde va se précipiter pour savoir ce qui se passe. Et je pense que ça sera très bien pour tout le monde, y compris pour les archéologues et y compris pour les promoteurs. Donc, il y a d'autres questions, on va les prendre, mais en tout cas, ça montre un point de vue qui est intéressant sur les croisements des compétences et la manière dont on peut mieux communiquer et mieux se comprendre, même au-delà de toutes les effusions. Donc, il y a une personne là qui voudrait... Oui ? Merci. D'abord, par rapport à l'introduction au début de Madame Séraphaël, c'est ça ? Dans la salle, il y a au moins 2 élus. Bon, je ne citerai pas le deuxième parce que je ne suis pas une balance, mais moi je suis Christian Pellicani, conseiller métropolitain, élu du 1-7. Bon, on a mené un long combat pour empêcher toute construction sur l'espace Corderie, qui a duré 17 ans. Et en 2002, le sieur Jean Roata, maire de secteur, a donné son accord avec la mairie centrale pour faire des sondages de sol, quand on dit qu'il n'y a pas d'études géologiques. Et comme par hasard, quand le permis de construire a été affiché de manière préventive pour faire des ventes,
le jardin de la copropriété correspond exactement aux 660 mètres carrés ou 630 mètres carrés qui ont été classés. C'est un hasard à croire que les anciens avaient prévu qu'un jour il y aurait un immeuble et qu'ils avaient bien délimité la zone. Et même la lettre de la ministre qui a été fait les recommandations pour déterminer cette zone, elles sont dans un courrier adressé par la maire de secteur au CIQ du quartier et au CIQ tout court de l'arrondissement, qui date légèrement juin, juillet, même à mai 2016, où on a les informations où la messe était déjà dite sur le classement. Donc moi, je ne vais pas faire un long plaidoyer sur la bataille, l'histoire, qui a fait bien, pas bien. Simplement, dans le débat qu'il y a eu, il y a des élus de l'opposition, Christian Pellicani, dont je suis élu communiste, membre du Front de gauche, le deuxième élu, s'il veut parler, il peut. Voilà, donc voilà, c'est mieux parce qu'il n'y a pas que... Il y a des élus qui viennent. Et ça m'amène à la remarque de M. Ricciotti. Là, le débat, on dirait qu'il y a les bons architectes, il y a les architectes qui ont du talent oratoire et je partage beaucoup de ce qui a été dit par Rudy, mais en même temps, moi, je ne suis pas pour qu'on dédouane le vrai coupable de l'affaire. Parce que depuis tout à l'heure, M. Delestre porte une responsabilité technique indéniable. Alors, est-ce que Dieu le condamnera? Je ne sais pas. En tout cas, Pellicani, en tant qu'élu, oui. Parce qu'il a été partisan dans le choix. Mais le vrai coupable depuis le début, et c'est ma contribution à ce débat, c'est quand même celui qui a vendu le terrain depuis le début, avec un acharnement thérapeutique sur ce terrain, le maire de Marseille, pour ne pas le nommer Jean-Claude Gaudin, sa majorité, ses adjoints successifs, Madame Karadec et le maire de secteur d'avant, pas ce brave Patrick Menucci, parce qu'il s'était opposé avec moi, mais Madame Bernasconi. Donc ils ont voulu le vendre pour en faire du pognon. Avec y compris un tour de bonne auto, que là, personne ne le dit, dans l'emprise de l'immeuble, ce qu'on appelle, alors moi j'avais mon langage à moi, je suis pas architecte, chaque fois qu'ils vendent un terrain comme ça, ils redonnent à l'architecte, enfin je suis pas architecte, au promoteur, une partie de la somme du terrain, parce qu'on rachète les tréfonds pour faire la sortie de l'école, on rachète des parkings. Il faut savoir que même dans le premier permis qui prenait l'ensemble du terrain, pas que cette portion, carrément on remboursait le terrain par des achats municipaux. C'est fabuleux. Ça, c'est la façon de faire la mairie. Et donc, dans votre débat, moi, je ne pense pas qu'il y ait des bons ou des mauvais architectes. Si, il y a des talents, il y a des gens qui ont des idées plus originales que d'autres. Mais le problème, c'est quand même une responsabilité qui est évacuée depuis tout à l'heure, c'est la responsabilité du politique. Et le PLU, il peut être... C'est comme la Bible, ça peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Là, elle a été interprétée pour que le promoteur fasse du pognon jusqu'au bout. Voilà, moi je vous le dis aujourd'hui, et j'espère que les discours qui ont été là, menés par les uns et les autres, sur d'autres sites du 7e arrondissement, il y aura le même traitement du patrimoine, mais meilleur traitement du patrimoine, je me reprends, un meilleur traitement du patrimoine. Je pense notamment à Giraudon, par exemple, où il y a des murs anciens, et je pense qu'il faudra... Et il n'y a pas de pierre jetée à Pierre-Paul Oujac ici à la tribune. Je pense que ceux qui ont des discours sur la corderie, il faudra qu'ils aient les mêmes discours sur leur projet. Parce qu'il y en a d'autres projets. Il y a y compris Avenue de la Corse, sur le lycée, avec des sarcophages. Donc on a Marseille qui émerge en permanence et qu'on n'a pas de politique municipale du patrimoine. Et je pense que, ça a été dit par Rudy tout à l'heure, il y a un problème dans cette ville depuis des décennies. Et pour vous donner un exemple, c'est l'histoire, puisque la Marseillaise a été citée abondamment. Il y a l'ancien journaliste de la Marseillaise, qui est décédé depuis longtemps, André Remarque, qui était écrivain par ailleurs, qui avait fait un livre qui s'appelle Marseille à cœur, ouvert, enfin Marseille au cœur, qui rappelle comment cette ville elle a été déconstruite en permanence pour être reconstruite par les Marseillais. Mais ça, c'est une vue de l'histoire sur le long terme. Mais aujourd'hui, on pourrait faire vraiment autrement. Et cette politique du patrimoine, il n'y en a pas. Pour preuve... Et on va se retrouver à côté de l'abbaye, il y avait un permis de construire qui vient de tomber, à côté de l'abbaye de Saint-Victor, et il y a déjà des gens qui réfléchissent comment on peut contourner la difficulté. Voilà. Donc moi je pense que le politique ne doit pas être évacué de notre débat. Je suis un politique, je l'assume, je ne suis pas du tout un technicien, mais je pense que les politiques, il ne faudrait pas qu'on... Alors il y a M. Delestre, il porte une croix, mais les autres, il ne faudrait pas les dédouaner. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quand je fais de la politique, je gère les affaires de la cité, je prends des choix, je fais des choix, et ce n'est pas les mêmes que ceux qu'a fait Jean-Claude Gaudin sur ces terrains-là et comme d'autres. Voilà, merci. Mais la question, elle reste quand même, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ce qui reste des vestiges, l'immeuble au milieu, comment les protéger? De toute façon, il faut le protéger, non? Parce que ce calcaire, il peut pas tenir. Donc, il faut faire un permis modificatif. Mais le politique, on ne comptait pas du tout l'évacuer et on connaît l'histoire de la vente de ce terrain.
Non, j'ai dit ils sont pas venus parce qu'on les a conviés. On avait convié Laure Agnès Karadec et Alain Fructus. Bah oui, mais ils auraient pu quand même venir. Bah regardez Monsieur Delestre. Non mais regardez, le criminel en titre, c'est lui, il a des couilles, il est là. Hein, quand même, vous pouvez au moins nous reconnaître cette vertu. Criminel en titre, non? Oui. Attendez, Putain, il y a une jeune femme. C'est ta avant. femme ce soir. Merci Raphaël. Oui, moi je voulais attirer l'attention sur le fait que découvrir des vestiges au cours de la réalisation d'un projet, c'est pas réellement nouveau, ça s'est passé de moult fois. Et notamment, il y a un exemple assez fameux qui est le musée de l'Acropole à Athènes. Donc c'est un musée qui a été inauguré, je crois, en 2010, donc c'est une histoire assez récente. Et la construction de ce musée a subi moult vicissitudes, dont la dernière en date était justement la découverte de vestiges. C'était guère étonnant puisque le terrain d'assiette de ce musée était à 300 mètres, je crois, de l'Acropole. Donc évidemment, on a découvert des vestiges très importants d'une cité antique qui ont remis en cause évidemment le projet. La réponse qui a été apportée par Tchoumi, Bernard Tchoumi en l'occurrence, a été donc de modifier complètement les projets qui avaient été conçus et de faire un musée sur pilotis. Ce qui a permis de garder donc tous les vestiges. Et chaque pilotis a d'ailleurs été positionné de façon à éviter toutes les pierres. Donc il louvoie, ce sont des pilotis qui sont disposés de façon très aléatoire, en tout cas pour éviter donc chaque pierre. Le résultat est étonnant et très beau d'ailleurs, et a permis à la fois de préserver les vestiges puisqu'ils sont couverts, sans remettre en cause l'édification du projet. Donc moi, je pense qu'il existe effectivement des solutions pour pouvoir construire, pour pouvoir protéger et réaliser. Non mais d'accord, mais c'est une raison d'État, c'est l'Acropole, c'est le cœur du discours patrimonial international. Et quelle projection politique on peut tirer de ce que tu racontes, dans lequel on est tous entièrement d'accord. Dans le cas de l'urbanisme domestique, c'est ça le sujet. Avec des riverains qui sont faibles, avec des architectes qui sont faibles, avec des promoteurs qui sont irascibles, avec des élus qui ont la trouille. C'est ça, l'Acropole, c'est raison d'État. Si tu touches à l'Acropole, c'est une guerre nucléaire, d'accord? Le vrai sujet, c'est au niveau domestique, ami, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça? Si on est dans un débat public, c'est ça? Non mais Rudy, d'accord, on n'est pas dans la même cour, on est bien d'accord. Mais ça permet d'ouvrir justement sur quelque chose peut-être Enfin, c'est pas totalement satisfaisant, hein, un peu, l'Acropole. C'est juste pour dire qu'on peut trouver des solutions architecturale à un problème qui est celui de vestiges. Voilà, ramené à l'échelle de Marseille et à l'échelle de ce quartier. Eh ben, ça n'a jamais été fait à Marseille. Regarde, Victor Hugo l'a écrit déjà. Non mais d'accord, ça n'a jamais été fait, mais c'est juste pour dire que ça pourrait être fait. Voilà. Ah, on est bien d'accord, hein. On est bien d'accord. Hein. Il y a une dame là qui veut parler. Ah, monsieur. Voilà, je peux aller là pour qu'on me voit. Voilà. Donc je suis Georges Aillot, président du comité du Vieux-Marseille. Je vais vous lire un tout petit paragraphe que j'ai envoyé à tous mes adhérents à propos de la carrière antique de la Corderie à Marseille, réflexion pour une écologie du patrimoine. Le sort réservé par le ministère de la Culture à la carrière antique continue d'alimenter la polémique. Parmi les nombreuses réactions de personnalités, je note, et je les en remercie, celle de Rudy Ricciotti. Sur la Corderie, on atteint le niveau maximum de la honte, ce qu'il a rappelé tout à l'heure. Et celle de Stéphane Bern, je suis meurtri par ce qu'il est en train de se passer. Enfin, il a fermé sa gueule après. Hein. Après, il a fermé sa gueule, bien sûr. Il fait le dandy à Marseille, parce qu'il y a des hommes à Marseille, ça l'a charmé, et il arrive à Paris, tu n'entends plus rien. Hein. Mais il a quand même dit, je suis meurtri. Et tel que je le connais, je pense que ce n'est pas anodin. Je remercie aussi tous les obscurs et les sans grades qui se dépensent sans compter pour sauver ce symbole de nos origines, cette preuve tangible de notre histoire, le négatif ou le creux laissé par l'utilisation des pierres qui ont servi à édifier l'antique Massalia. Massalia dont il reste si peu de visible et que l'on s'acharne toujours à faire disparaître.
C'est comme si l'on comblait la Napoli sotterranea, les creux laissés par l'exploitation des pierres qui ont érigé Néapolis. Oui, nous revendiquons le droit et le devoir de sauver ce symbole. Pierre Honorat avait déjà en 1996 évoqué ce changement d'appréhension du patrimoine. On est passé d'un patrimoine étatique et national à un patrimoine de type social et communautaire, où se déchiffre une identité de groupe, et donc d'un patrimoine hérité à un patrimoine revendiqué. Et ça, c'est important. De matériel et visible, le patrimoine est devenu invisible, symbolique, trace encore saisissable d'un passé définitivement mort, vestige chargé d'un sens lourd et mystérieux. Donc, il faut rappeler qu'à ce stade, ce n'est pas un monument dont il s'agit, c'est un site, et un site symbolique. Donc, il faut le traiter d'une façon différente de celle des monuments. Et de toute façon, je récuse absolument tout ce qui a été dit par M. Xavier Delestre, parce qu'on a eu affaire à lui déjà pour le classement des fouilles du Collège du Vieux-Port en 2004-2005. Il n'y a pas eu d'adversaire plus résolu que vous, monsieur, pour s'opposer à ce classement. Et de toute façon, je peux vous demander aussi, qu'est-ce que vous avez fait pour sauver les gradins du théâtre envoyés à la décharge? Un monument historique envoyé à la décharge. Qui est responsable? Qui a donné l'ordre d'envoyer un camion? Qui a donné l'ordre de l'envoyer à la décharge? Voilà, ça j'aimerais bien savoir. Juste un petit correctif, les vestiges sont classés au titre des monuments historiques. Et oui. Contrairement à ce que vous dites, ils sont classés au titre des monuments historiques. Oui. Voilà, donc c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Vérifiez vos sources. Oui, mais vérifiez aussi ce que vous avez fait, et que l'on soit depuis Malaval, qu'on a complètement massacré, on nous a fait une belle reconstitution au musée d'histoire, poussiéreuse, mais l'appréhension que l'on avait de cette basilique du 5e siècle, je précise que je suis athée, hein, donc je ne défends pas la religion. Donc, mais on avait dans ce site vraiment une impression extraordinaire que l'on ne trouve plus au musée d'histoire. Au musée d'histoire, c'est des pierres mortes. Et donc, c'est tout à fait ce qu'avait dit Quatremer de Quincy il y a déjà 2 siècles. Voilà, sur la façon de déplacer, de traiter les monuments et de traiter, de ramasser. C'est comme la ville, quand on a érigé, à la suite des fouilles près de la mairie, où on a mis les pierres en surface pour faire joli, on les a alignées. Donc, c'était les anciens termes. Voilà, là, on a vraiment l'idée des termes, et c'est une belle réalisation scientifique, je reconnais. Merci. Donc, on va passer la parole à madame. Oui, juste, en fait, il faut quand même, puisqu'on a parlé de musées et de programmes d'équipement exceptionnels, là, on est dans la trivialité du logement. Et le logement, en ce moment, dans la production de logements privés, c'est quand même trivial, non? Au niveau des... C'est social, c'est responsable, c'est notre réalité. La production... Non, mais tu peux pas dire des trucs comme ça, c'est trivial, mais tu déconnes de dire le logement c'est trivial. Je dis pas que le logement c'est trivial, je dis que le système économique de production du logement... On s'en tape. Quand tu fais un musée national de l'État... Non, mais laisse-moi terminer. Quand tu dis tu fais un musée national qui appartient à l'État, mais c'est l'Empire qui attaque. T'as tous les droits. Mais je dis exactement la même chose. Mais quand on est dans une logique de quartier, dans une ville avec des traces archéologiques, où on fait un programme de logement, la masse dominante, c'est le promoteur. C'est lui qui est le vecteur dominant. Et c'est là que la sensibilité... Ce que je dis, Rudy, c'est que ce soit la... Alors, j'ai pas compris. Non, je voulais dire que ce soit la basilique... Il y a une jeune fille qui veut parler depuis une heure. La basilique Malaval, elle a été ensevelie par un parking, et là, on parle d'un programme de logement. Donc, il faut arriver à intégrer aussi cette question des vestiges dans des programmes assez ordinaires, pas que dans les musées. Oui, je voudrais ajouter un argument qui pourrait peut-être aider à agrandir le périmètre de la fouille au niveau des vestiges. Un argument paysager. En fait, les fouilles sont faites sur le jardin de la Corderie. C'est un jardin qui date des années 70, qui était surtout une plaine de jeux. Et au-dessus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le plus ancien jardin de Marseille, un jardin public, le jardin de la colline Puget. Donc au niveau paysager, les fouilles pourraient correspondre à un parc paysager avec promenade archéologique qui pourrait très bien être protégé, etc., avec des vitrages, etc., comme on fait dans tous les autres pays. Et je voudrais aussi rappeler la circulaire
interministérielle, alors je ne sais pas si elle a évolué depuis, hein, qui date de 1973 et qui préconisait 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Au niveau du 7e arrondissement, à Marseille, on est à moins de 5 mètres carrés, comme de toute façon au niveau de toute la ville, sauf le 8, 9e et 11e arrondissement qui ont les 10 mètres carrés par habitant. Donc c'est quelque chose de très important qui devrait être intégré au PLU, sans parler de tout ce qui est... ma question, c'est on parle d'archéologie, on parle de géologie, il faut aussi parler paysage, il faut biodiversité. Ce sont des espaces perméables qui apportent à la ville de la biodiversité. C'est quelque chose de très actuel. Les petites plantes, les petits animaux nous font vivre. J'ai vu la dernière exposition là, sur la nature en ville au Muséum de Marseille. On atteint quand même à Marseille un tiers des végétaux recensés au 19e siècle ne sont plus là. Donc le paysage dans cette zone est très important. Puisqu'on a le jardin de la colline Puget, et que ce jardin de la Corderie poursuit. J'ai pas de questions à poser, je dis juste que actuellement on parle beaucoup de biodiversité et c'est une zone qui pourrait entrer dans ce cadre. Bonsoir à tous. Je vais simplement, moi, c'est poser une question. Je vais revenir sur architecture et inattendu. Et on va réglementaire et inattendu. Et ça va nous permettre aussi de rebondir sur les propos de notre élu communiste. Ça fait donc 17 ans que le terrain, la mairie de Marseille veut le vendre. Et ça fait aussi 16 ans qu'on sait qu'il y a un site historique parce que la ville de Marseille a commandé des fouilles qui ont été réalisées par l'entreprise Sol Essai. Donc comment se fait-il que, en fait, c'est inattendu? C'est tout simple. Comment se fait-il que la DRAC, on ne sait rien, on ne savait rien? Je vais vous y répondre très. D'abord, c'est pas qu'on ne sait pas, on avait l'information qu'il y avait des sondages géotechniques. Mais je vais vous illustrer mon propos. Est-ce que vous avez quelquefois essayé de regarder par un trou de serrure pour définir l'intérieur d'un appartement? Si à partir d'une focale comme ça, parce que est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sondage géotechnique? Est-ce que vous savez comment que ça sort comme information? Est-ce que vous avez vu un diagnostic archéologique? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? La différence, elle est fondamentale. C'est qu'entre un trou de serrure, où en l'occurrence, l'objectif du sondage, et le géologue le dirait, n'a absolument pas la même vocation, parce qu'il y a différents types de sondages. Bon, si ces questions techniques vous intéressent, on pourra les développer entre les sondages carottés, forêts, etc. L'information qui est captée n'a aucune valeur historique. Aucune valeur historique. En revanche, le diagnostic archéologique qu'on fait, qui est l'acte officiel de détermination, là, il est représentatif. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de sondages qui sont faits, qu'on considère comme étant des ouvertures représentatives et réparties sur le terrain pour donner une idée de la puissance de la nature et caractériser les vestiges. C'est à partir de ce moment-là que l'on va décider, parce que c'est pas simplement dire on pense que, etc. L'acte, alors, mon voisin va le regretter peut-être, mais on est dans un état de droit. Et l'action que l'on mène, elle est encadrée par des lois. C'est pas moi qui fais les lois, il y a des élus ici. Donc les élus sont responsables de la constitution des lois. Moi, je ne fais que d'essayer de les appliquer. Et par conséquent, à partir de ce moment-là, on peut arriver à donner des réponses qui sont satisfaisantes pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'intérêt sur telle ou telle question. Je regarde objectivement ce que je vois. Et à partir du moment où j'ai suffisamment d'éléments statistiques, je peux dire que mon jugement, il a une représentativité, pas sur un trou de serrure. Sûr, oui, pourtant... mais on a déjà abordé ce sujet. Je crois que comme on s'approche un peu de la fin, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va faire. Pourtant, finalement, on savait bien qu'il y avait un site. Point. Oui, oui. C'est important ce qu'on va faire maintenant. Est-ce que... Oui. Marc Malozic, donc de la Drive.
ex-Socotec, ex-7. Moi, simplement, dans cette histoire, la moralité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se retrouver à se battre comme un promoteur qui, lui, est tout puissant. Et que les politiques qui lui ont accordé ce permis et tout ce qui s'ensuit ne peuvent même pas revenir. On a fait des choses à Avignon, on a fait des choses à Aix-en-Provence, on a fait des choses même au centre de Marseille, dans le quartier du Panier, la butte des Carmes, ou devant la porte d'Aix. On a fait revenir les promoteurs à l'époque sur des décisions. La solution, elle est, Rudy l'a donnée, d'accord ? Elle est faite aussi par ailleurs, ailleurs, donc que ça soit en Europe ou dans le monde. Il n'y a qu'à Marseille qu'on ne peut rien faire. Bonjour. Il paraît que dans le 15e arrondissement, il existe un terril où il y a des bourruches qui ont été entassées. Et on m'a dit à la mairie du 15-16 que ce terril allait recevoir un sarcophage. Donc, en fait, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on serait capable de faire un sarcophage pour un terril de bourrouge qui menace les populations et pas pour des vestiges du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ah, c'est l'équivalence, le manque d'équivalence de traitement, c'est ça, entre des... Ça me paraît... Mais pourquoi les bouts rouges, monsieur? Je comprends pas. Ah, les bouts rouges de l'usine de Gardanne. Enfin, sur les bouts rouges... Non, mais... Allez, allez, fous la merde. Allez, vas-y. Mais rapproche-toi, viens le voir de près. Allez, viens ici. Allez, viens. Et moi, et si jamais il t'emplâtre, je vous séparerai. Allez, et te laisse pas faire, toi. Hein? Non, j'ai pas peur. Non, je veux dire, c'est Comment juste... t'as pas peur? Si, tu as intérêt d'avoir peur, il a la cravate, il t'étrangle. Moi, j'ai pas peur. Non, mais j'ai pas peur, je veux dire, je suis sur le chantier fonce tous dans les le jours. tas. Allez, fonce dans le tas. La question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi tant de rapidité au lieu de prendre le temps de faire des fouilles. Moi, j'ai le texte que les gens pourront lire après de Jean-Claude Bessac, spécialiste des carrières antiques, qui dit qu'il faudrait plusieurs mois, que c'était l'occasion unique d'étudier cette carrière, de connaître les choses sur des carrières, qu'il y a très peu de documents, qu'il fallait donc le conserver. Pourquoi cette précipitation? Je veux dire, vous pouviez très bien prolonger, le préfet pouvait très bien prolonger les fouilles, prendre le temps. On pouvait prendre le temps de voir un projet alternatif. Ça n'a pas été fait. À qui ça rapporte et combien? Et éventuellement, je demande à M. Delestre, parce que déjà on me posait la question, moi j'ai dit je ne sais pas un rapport, je ne sais pas si ça rapportait ou pas, combien ça rapporte à M. Delestre et à d'autres gens. Moi je veux dire, on m'a posé la question, je ne suis pas en mesure de répondre. Donc je pose la question, combien ça rapportait aux choses? Parce que je veux dire, il y a une question qui se pose. Moi je veux dire, j'ai parlé avec des archéologues, de nombreux archéologues. J'ai croisé des élèves archéologues et M. Delestre, il m'a dit, moi je veux dire, c'est pas, je sais pas, hein, bon, c'est ce qu'on me dit, moi je suis pas le meilleur archéologique. Il est vendu. Alors pourquoi on dit M. Delestre est vendu à l'INRAP? Moi je veux dire, j'ai le truc de l'INRAP. Non, écoutez-moi 10 secondes. Non, écoutez-moi 10 secondes. Laissez-moi terminer. Moi, je peux pas laisser insulter un fonctionnaire de l'État. Tu parles pas comme ça. Même si on n'est pas d'accord ensemble, il n'est pas vendu. Regarde bien la cravate qu'il a, il n'a pas un rond. Laissez-moi terminer 10 secondes. C'est un incorruptible, c'est pour ça qu'il est trop dur. Laissez-moi terminer. Et l'INRAP, moi je veux dire... C'est pour ça qu'il est têtu, il est incorruptible. On m'a dit que l'INRAP, le problème, les membres qui travaillent pour l'INRAP ont un devoir de réserve, et j'en ai croisé lors de manifestations, je peux vous dire, des manifestations syndicales de l'INRAP qui m'ont dit on a un devoir de réserve, on ne peut pas s'exprimer, on est scandalisé par ce qui se passe à la Corderie, mais on ne peut pas le dire. Voilà. Monsieur Mélinan, qui s'est occupé des fouilles, était prêt à venir, mais il n'a pas pu venir. Non, mais monsieur Mélinan, c'est autre chose. Non, mais... Non, lui, il a bien fait son boulot. C'est à d'autres niveaux.
Mais attends, les baux rouges, monsieur, brièvement, là, c'est pas hors sujet, mais c'est un sujet environnemental important. Je me suis renseigné, parce que j'habite pas loin des baux rouges, vous comprenez? Je me suis renseigné auprès de du Parc national, qui ont des informations scientifiques. Le taux de métaux lourds des baux rouges, l'exutoire de 40 cm qui plonge à 400 mètres, Non. Ah non, mais en tout cas, les baux rouges de Gardanne, elles arrivent dans la fosse la Cassidène. Ce que je voulais lui dire, en tout cas, elle continue à se déverser. Le taux de métaux lourds, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est 1000 fois moins que le réseau pluvial urbain de la ville de Marseille. Vous imaginez? Et le réseau pluvial, c'est 1000 fois moins que le Rhône dans sa nature. Ce qui veut dire le taux de métaux lourds déversés par les baux rouges de l'exutoire de Gardanne et des eaux de lavement est 1 million de fois moins chargé que le Rhône. Vous imaginez? Eh ben oui. Est-ce qu'on peut Renseignez-vous. Je ne l'ai pas noté, je suis allé le lire. C'est pas vrai? Bien sûr. C'est pas le sujet. Non, peut-être juste... Non, c'est pas grave. Je me suis renseigné, j'étais scandalisé par les baux rouges, je suis allé me renseigner. Et c'est des problèmes d'ordre de grandeur, c'est tout. Peut-être pour apporter simplement des éléments de réponse en termes de prix. Vinci a acheté le terrain à 1,6 million et il se fera 10 millions d'euros de marge brute sur la revente du terrain, puisque c'est à 250 € du mètre carré qu'il l'achète. Donc simplement pour effectivement reparler de cette longue déchéance de cette ville antique sans antiquité, c'est vrai qu'on a commencé dans les années 70 par une opération majeure qui a été le vieux port de la Bourse, où on a pu arrêter le chantier contre les pelleteuses, contre l'avis du maire de fer de l'époque. Et l'État a pu sauver effectivement ces vaisseaux antiques majeurs. Il y a eu effectivement cette affaire calamiteuse en 2004 de la basilique Malaval, basilique majeure qu'on a laissé mourir et dont les cartons-pâtes remontés au musée sont peu de choses et dont le conservateur de l'archéologie porte une part écrasante de responsabilité à l'avoir laissé partir. Et puis il y a effectivement l'affaire de la Corderie. On se dit il n'y a plus rien d'antique à Marseille, tout est détruit. Non, il y a encore des parcelles. Il y a encore effectivement une capacité à résister à la densification urbaine, quand on entend ces chiffres terribles de densité de 5 mètres carrés par habitant dans la ville. Mais effectivement, comment faire en termes de réponse légale, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut avancer sur la carte archéologique, vraiment avancer sur un inventaire et anticiper sur les chantiers. Est-ce qu'on va pouvoir dégager d'aussi grandes parcelles de 6 000 mètres carrés que celle-là? C'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a une urgence absolue à anticiper sur la carte, c'est-à-dire prévoir. Et là, effectivement, quels moyens l'État peut-il avancer pour anticiper sur cette carte? Il y a une carte archéologique qui a été faite d'abord par Drocourt à l'atelier du patrimoine, une autre faite par le CNRS, mais qui concerne l'activité antique. Comment on avance sur ce sujet? La carte. La carte sur le territoire marseillais, hein, c'est bien ça. Parce qu'elle existe sur la région et pas sur le territoire marseillais. Alors, non seulement la carte archéologique, elle existe, mais depuis 2001, la loi prévoit que vous pouvez venir consulter la carte archéologique. Elle est à disposition de tout le monde. Et donc, c'est un document qui est utile. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un volume qui est sorti il y a quelques années, qui fait 800 pages, qui présente la totalité de l'information archéologique connue dans cette ville. La ville de Marseille, sur le plan scientifique, c'est une des villes en France où on a tenu le plus de colloques scientifiques, avec des publications qui sont nombreuses. Je vous les tiens à disposition, la bibliographie. Hein. On ne va pas de catastrophe en catastrophe. Et là, pourquoi là, ça n'a pas été consulté? Mais je vous invite, quand vous voulez, à venir voir des chantiers d'archéologie préventive, parce que ça, c'est de l'archéologie préventive, c'est-à-dire la sauvegarde par l'étude. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas systématiquement, parce qu'on met au jour, et je crois que Bruno de Caris l'a bien dit, c'est la définition que vous mettez derrière le mot patrimoine. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans en arrière, on arrêtait l'archéologie à la fin de l'Antiquité. Aujourd'hui, on fait des fouilles archéologiques sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les archéologues empêchent la démolition de bâtiments en élévation, ce que des historiens de l'art n'ont pas toujours fait, ce que des historiens n'ont pas fait. Aujourd'hui, les archéologues travaillent sur l'archéologie du bâti, de concert avec des architectes d'ailleurs. Donc, on peut prétendre que les archéologues ne font rien, mais aujourd'hui, les archéologues font l'histoire de la ville et sont au quotidien dans la ville. Et je peux vous assurer, parce que je vois quand même beaucoup les chantiers, que dans une ville comme Marseille, l'apport scientifique, historique,
apporté par les archéologues au cours de ces 30 dernières années est considérable. Considérable. Ce que beaucoup d'autres, ce n'est pas les travaux des historiens qui ont apporté la connaissance. Et moi, je vous renvoie, et je me tiens à votre disposition, la bibliographie. C'est plus de 1000 articles et contributions scientifiques sur cette ville. Et Marseille, c'est pas vrai, elle n'est pas complètement abandonnée. Marseille, encore une fois, moi, je ne suis pas marseillais, j'habite pas Marseille, mais je vois ce qui se fait. Le musée de Marseille, c'est un des plus grands musées archéologiques de France. Et c'est à Marseille qu'il y a la seule collection de bateaux antiques au monde. Alors, on ne peut pas toujours dire que les archéologues n'ont rien fait et que tous les mots du monde arrivent sur les archéologues. Hein. Je voudrais juste, l'image que je montrais de l'entrée du musée, elle révèle autre chose. C'est que y a un problème, ça relève pas des archéologues. De diffusion, de communication et de ça mise ne relève en pas valeur. des archéologues. Donc, là. on va peut-être continuer la discussion autour d'un verre, parce que Rudy, il n'en peut plus. Et par contre... On va rester, l'ordre des architectes, ouvert à d'autres discussions et également aussi à des cours d'architecture qu'on va lancer assez prochainement et qui sont ouverts aussi à d'autres que des architectes. Juste, j'ai le micro, là, juste, je crois, je vais mettre tout le monde d'accord, j'ai trouvé le coupable. Le coupable, il est géologique, c'est une faille qui a eu lieu il y a 28 millions d'années. Sans elle, il n'y aurait pas de formation, il n'y aurait pas de carrière, il n'y aurait pas de polémique, et il n'y aurait pas de débat là-dessus, et nous ne serions pas ici. Je crois que j'ai trouvé le coupable.